Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver ici à Andenne. Et vous allez découvrir dans le plan large un bâtiment magnifique. C'est le bâtiment du phare. On le voit, on est au-dessus de l'ancienne piscine art déco qui renaît de ses cendres. Un bâtiment que vous allez pouvoir découvrir dans 2 jours. Encore 2 jours de patience, mais en avant-première. On va le visiter, nous, ce bâtiment, avec les différentes personnes qui vont l'occuper. Et avec un guide, Pascal Collin, qui est en pleine forme pour gravir les étages du bâtiment pour nous. Je vais effectivement servir de guide du phare, avec une petite visite d'abord à l'extérieur, parce que ce bâtiment est vraiment majestueux, au bout de la promenade des ours, on va le voir dans quelques instants. Et puis on va visiter le bâtiment d'étage en étage. Et évidemment, le rez-de-chaussée ici, on le voit avec la bibliothèque, l'office du tourisme qui est juste à côté. Et puis on va partir sur les 2 étages consacrés au musée de la céramique, qui a déménagé il y a quelques mètres d'ici d'ailleurs, qui est venu ici dans ce lieu magnifique. On monte encore un étage, on arrive à l'espace Scladina, l'enfant de Sclin. On va voir qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir, notamment pour les écoles. Et puis on va terminer par le dernier étage avec une salle de réception, mais surtout une terrasse avec une vue magnifique, quasiment à 360 degrés sur Andenne. C'est la plus belle vue vraiment de la région, sur Andenne et sa région. Et vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et je vois que vous le vendez bien parce que nos 2 premiers invités sont là en train d'acquiescer en disant mais c'est magnifique, on est d'accord avec tout cela. On les accueille, hein, c'est Benjamin Costantini, l'échevin de la culture de la ville d'Andenne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis à ses côtés, Gilles Kempeners, qui est le gardien du phare, je vais l'appeler comme ça, le directeur du phare, et qui est avec nous et qui nous parlera un petit peu des projets pour ce bel outil. Mais je me tourne d'abord vers vous, monsieur l'échevin, parce qu'avant tout cela, eh bien, il y a eu toute une genèse, un dossier administratif qu'il a fallu porter. Il a fallu aussi convaincre les autorités wallonnes et européennes de financer ce projet. Tout à fait. Donc, évidemment, vous aurez compris toute l'ampleur de ce dossier. Et on ne construit pas une telle réussite, un tel dossier en quelques mois ou en quelques années. Donc, la réflexion était déjà dans les cartons il y a plus de 10 ans maintenant. Je vais dire au début de cette opération de revitalisation urbaine qui a été menée pour notre centre de ville. C'est vrai que la ville renaît, hein, je veux dire, avec cette promenade des ours aussi, c'est vraiment une renaissance, une ville nouvelle. Tout à fait, donc c'est vrai que le phare s'inscrit dans cette dynamique. Il est le point d'aboutissement d'une première phase qui a vu véritablement le centre-ville d'Andenne se transformer. Et donc, ce bâtiment, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, j'allais vous emprunter l'expression. Très belle cerise, une grosse cerise. Il a fallu obtenir des moyens pour acheter tous ces kilos, ces tonnes de cerises d'ailleurs au niveau européen. Et là, vous avez su convaincre finalement la task force wallonne qui devait arbitrer entre 36 projets. Tout à fait. Donc, à partir de 2014, le collège, l'ensemble des équipes ont commencé à travailler à la rédaction d'un dossier pour motiver la recherche des subsides au niveau des fonds FEDER et wallons. Et un dossier de qualité a été, je vais dire, rédigé, mettant vraiment en valeur un développement sur une politique culturelle et touristique pour Andenne, mais qui ne se concentre pas à notre seule ville. Ce n'est pas le nombril d'Andenne, hein. Vous êtes ouvert finalement sur la province, sur la Wallonie et même plus largement au niveau international parce qu'on a ici des choses vraiment importantes à découvrir. Un petit mot aussi sur le travail transversal qui a été mené au niveau de l'administration andennaise qui a vraiment embrayé aussi tous services confondus dans ce dossier. Alors effectivement, je le disais tout à l'heure, ce dossier est un dossier d'ampleur et il a sollicité l'ensemble des compétences de nos collaborateurs. Il a fallu écrire un cahier de charges. L'ensemble de notre service technique a été, je vais dire, mis à pied d'œuvre. Il a fallu écrire toutes les clauses. Donc, je vais dire, notre service juridique a fait un travail extraordinaire. Et puis, il y a eu toute la passation des marchés avec le service des marchés publics qui rentre en action. Et puis, tous les musées, alors les services des musées, les équipes des musées, les directions des musées, et puis tous les suivis de chantier. Donc, c'est vraiment un dossier qui a je vais dire, monopolisé l'attention, l'énergie de l'ensemble des équipes, bien évidemment sous la houlette, la supervision des membres du collège qui étaient concernés. Ouais,
c'est important de le souligner. Je me tourne vers vous, Thomas. Je pense que je vous appelais Gilles en vous présentant. Vous n'avez pas réagi. Thomas Kempener, donc directeur du phare. Vous arrivez finalement dans un bâtiment qui existe. Alors, quelle est votre première impression en découvrant cet outil et qu'est-ce qui vous motive finalement à en prendre la direction? Alors, ce qui est très impressionnant, bien sûr, c'est le bâtiment, parce que des investissements à cette hauteur dans le secteur culturel, c'est de plus en plus rare, il faut bien le dire. Et donc, c'est bien la preuve qu'ici à Andenne, il y avait une volonté de dépasser finalement le bricolage que l'on peut faire au niveau du culturel et avoir un outil qui puisse être véritablement performant. Ce qui est aussi tout à fait significatif, bien sûr, c'est le rassemblement qui se fait au sein de ce bâtiment. Et c'est pour ça qu'on pourrait penser qu'il s'agit d'un aboutissement, ici avec les ouvertures, mais ce n'est jamais qu'un départ. C'est un départ parce qu'en fait, ce projet du phare, c'est avant tout un projet pilote à hauteur de la Wallonie, de la communauté française, mais je pense même plus loin, dans le rassemblement de différentes fonctions et la réinvention, finalement, de la façon de faire de la culture avec le patrimoine, avec le tourisme, etc. Vous serez l'ensemblier, vous allez faire travailler la bibliothèque avec les musées qui sont ici, et avec l'ensemble des partenaires. Absolument. Ce sont des gens qui ont des compétences, ce sont des gens qui ont un historique, ce sont des gens qui connaissent aussi leur collection, qui connaissent leur façon de fonctionner et qui ont des objectifs communs. Et ces objectifs communs, c'est à moi de pouvoir les mettre en musique, mais évidemment avec toutes les équipes. On n'est jamais, quand on est chef d'orchestre, on tient la baguette, mais c'est pas nous qui jouons d'un instrument. Donc ces instruments, ils vont devoir jouer tous ensemble, et c'est là que le départ va commencer. C'est celui d'une harmonie, je l'espère. On va évidemment pouvoir faire des expériences. Toutes ne seront pas concluantes, mais c'est à la fin qu'on va se rendre compte que ce projet pilote va amener vraiment quelque chose au niveau de la culture de toute une région. Voilà, je vous appelez le chef d'orchestre, alors plutôt que le gardien du phare. Voilà, merci. Merci en tout cas pour cet enthousiasme aussi. Je me tourne vers les Joints. Est-ce que vous, mais non, vous n'avez jamais nagé, vous, ici, dans cette piscine? Non, non, du tout. Vous avez connu des gens qui ont nagé, qui ont plongé ici dans le bassin? Oui. Vous pouvez m'en citer un, par exemple, peut-être? Par exemple, je sais que ma grand-mère a accédé ici aux infrastructures du bâtiment. Votre grand-mère a appris à nager? Je ne sais pas si elle a appris, mais en tout cas, elle a eu l'occasion de faire un peu de sport ici, la natation au sein de ce bâtiment. Un de vos prédécesseurs était aussi, et est toujours d'ailleurs amoureux du bâtiment, c'est Yves Soré. Il a aussi beaucoup œuvré pour que ce patrimoine soit conservé. Tout à fait, et Yves Soré est un amoureux du patrimoine andonnais. Et d'ailleurs, ça se traduit dans son œuvre, qui maintenant touche toute une série de services à nouveau de la commune, de l'administration et d'autres, structures périphériques. C'est Bibliothéca Andana. Voilà, encore un tout bel outil. Alors, je vous propose nos archives. Nous avons aussi quelques archives. Et je vous propose de retrouver Yves Soré, ici dans le bassin. Il n'y avait plus d'eau, mais il nous partage sa passion pour ce lieu où il a appris à nager. C'est un lieu que toutes les générations andonnaises ont fréquenté, du moins celles qui étaient à l'Athénée Royal à Andenne. C'est un lieu chargé de mémoire parce que c'est toute notre enfance, notre adolescence que nous avons donc vécu ici. C'est ici que j'ai appris à nager. C'était mon instituteur en chef à l'époque, M. Verlaine, qui nous apprenait à nager. Du haut de ces escaliers qu'on voit là-bas, on faisait la planche. On apprenait donc à nager dans le petit bassin. Et puis après, c'était comme un grand parcours initiatique. Il fallait que l'on rentre dans cette grande profondeur où on n'avait plus pied. C'était le début de la vie, comme on dit. Ce sont des souvenirs qui sont impérissables. Et quelques décennies plus tard, c'est un duo d'architectes qui est confié la rénovation du bâtiment. L'architecte marseillais Rudy Ricciotti, associé à un liégeois, Gilles Honoré. Nous les avions rencontrés lors d'une visite de chantier. Ils étaient véritablement dithyrambiques par rapport aux autorités communales andonnaises. Ce qui m'a plu, c'est d'être amené sur une expertise qui n'est pas forcément la mienne, qui est celle de Gilles Honoré. Et puis, en même temps, c'est un vrai territoire. C'est pas une ville hors sol. Vous voyez, on n'est pas à Bruxelles. C'est comme à Liège, on est chez des vrais gens, dans une vraie ville, un vrai panorama urbain, et puis un paysage extrêmement romantique, industriel, une mémoire industrielle. C'est pas la première fois qu'on intervient sur le patrimoine, et c'est très important de redonner une vitalité au patrimoine. Et il faut défendre les élus, comme monsieur le maire d'Andenne, qui est là et qui nous écoute, qui investissent sur le patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est la mémoire de la cité, c'est la mémoire du travail, c'est la mémoire des signes. Voilà, on l'entend, des compliments qui vous sont adressés. Alors, comment se sont passées les relations sur le chantier avec ce duo d'architectes ?
Il faut quand même constater que ces deux architectes sont reconnus, l'un sur le plan national, mais Gilles Honoré a fait, si vous allez voir ce bâtiment, le Pristo Museum à Ramiou. C'est quand même un bâtiment qui est remarquable dans l'architecture des bâtiments culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis vous avez un architecte qui est reconnu sur le plan international avec ce fameux MUCEM à Marseille, le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, où là vous avez un bâtiment absolument prestigieux. Alors c'est clair que quand Rudy Ricciotti salue l'investissement des autorités andonnaises dans le secteur culturel, je pense que ce sont des mots qui sonnent vrais dans sa bouche, et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue en poche. Les relations se sont bien passées sur le chantier avec les joints des travaux, qui n'a pas sa langue en poche non plus? Voilà, mais ce sont des latins, donc parfois il y a des discussions un peu musclées, mais l'intérêt était celui de la réussite du projet pour tout le monde, et donc je pense que c'est à ça qu'on a travaillé positivement. C'est aujourd'hui le fruit du résultat du travail. Qu'on va découvrir tout de suite d'ailleurs, puisqu'on va aller à l'extérieur du bâtiment. On va retrouver Pascal Collin qui va nous montrer l'extérieur du bâtiment, et puis on va y pénétrer pour découvrir la bibliothèque et l'accueil de l'Office du tourisme. Alors, je vous situe le lieu tout d'abord. On est ici au bout de la promenade des Ours. C'est une nouvelle avenue qui a été créée il y a quelques années. Nous avons ici, dans le fond, derrière moi, l'hôtel de ville, la place des Tilleuls. Et on entre donc dans ce tout nouveau quartier où l'on retrouve donc, au bout de cette promenade des Ours, ce bâtiment vraiment majestueux qui domine le quartier. À mes côtés également, là-bas, nous avons le stade Papa pour les amateurs de foot, bien connu évidemment ici à Andenne. Et puis on pénètre directement par cette porte dans l'espace d'accueil. Alors cet espace, il est donc composé de deux entités, je dirais. Sur mon côté ici, à droite, nous avons tout d'abord la bibliothèque pour louer un livre, mais également il y a beaucoup d'activités qui sont mises sur pied. Et puis derrière moi, l'Office du tourisme. C'est donc ici qu'on va accueillir les visiteurs andonnais évidemment, mais aussi les visiteurs extérieur. Directement d'emblée, on est dans le bain, c'est le cas de le dire, avec la piscine juste à côté, sur laquelle est installée cette bibliothèque. Bref, c'est un lieu vraiment magique dès son entrée. Et je suis maintenant en compagnie des deux premières occupantes de ces nouveaux locaux, Tatiana Charlier, la bibliothécaire principale, et Valentine Évrard, la directrice de l'Office du tourisme d'Andenne. Je me tourne d'abord vers vous parce que, historiquement, on retiendra que vous avez été la première occupante du phare puisque la bibliothèque a déménagé juste avant le confinement. Oui, tout à fait. Donc, nous avons déplacé les livres la toute première semaine du mois de mars. Et donc, voilà, au moment du confinement, nous étions ici et donc nous sommes confinés dans le phare pour installer notre nouvel écrin et développer nos collections et voilà, essayer de trouver des repères dans ce nouvel outil. Donc voilà. Un déménagement, vous étiez très proche d'ici, un déménagement que vous avez même pu faire en partie à la main. Voilà, oui, mais pas tout, le travail reste le même finalement. Le déplacement n'est pas grand, mais le travail était quand même là. Et donc voilà, il fallait trouver des repères, il fallait trouver une fonctionnalité, il fallait voir un petit peu ce qu'attend, retrouver un petit peu l'ambiance de l'autre côté pour que nos lecteurs soient aussi pas trop désorientés. Mais donc ces lecteurs, on les a retrouvés à partir du 17 juin. Donc, et qu'est-ce qu'ils vous disent ces lecteurs quand ils découvrent leur nouvelle bibliothèque? Ils sont assez charmés par l'endroit, évidemment. C'est fort différent de ce que l'on connaissait. Mais voilà, l'espace, le redéploiement des collections, ils ont l'impression qu'on a beaucoup plus de livres. Combien de livres avez-vous ici? Environ 40 000. Donc, il n'y en a pas plus, finalement. Non, on n'a pas pu les multiplier pendant le confinement, non, du tout. Mais on les a redéployés. C'est vrai qu'on a un petit peu aéré les rayonnages et donc, refaire des espaces beaucoup plus... délimité pour les différents publics, un espace jeunesse, un espace enfant, ado, l'espace adulte qui est à l'étage. Et donc voilà, je pense que c'est encore assez timide, les gens sont venus 1-2 fois maximum, mais bon, avec toutes les conditions actuelles, ils sont encore assez prudents, mais je pense que voilà, ils vont prendre leurs marques et ils sont très contents, ils étaient très curieux. Vous avez hâte d'ailleurs de les accueillir. Tout à fait, on attendra d'ailleurs impatiemment le vaccin pour qu'on puisse venir profiter
profiter du lieu pleinement. Tout à fait, parce que voilà, on prête des livres, mais voilà, on va développer tout cet outil avec voilà, toutes sortes d'animations, de formations, de conférences. Enfin, voilà, faire d'une bibliothèque un troisième lieu de vie qui est quand même dans l'air du temps. Et donc, voilà, une bibliothèque, ça doit vivre aussi, les lecteurs doivent la faire vivre. Et donc, c'est ce qu'on attend effectivement avec grande impatience. Et avec vos voisins aussi, avec qui, bien sûr, vous collaborez. Oui, parce que ça, évidemment, ça va être aussi un beau challenge de pouvoir faire des partenariats avec nos collègues des musées, les gens qui viennent pour le tourisme. Et donc, il y a plein de projets à venir qui seront très intéressants. Oui. Alors, vous tendez la perche à Valentine Evrard pour le tourisme, puisque ça sera le premier accueil ici, l'accueil touristique dans un lieu où vous allez capter les gens avec ces beaux outils. Ah bah, on espère bien, oui. Déjà, le premier regard est déjà assez intéressant. Donc oui, un accueil pour tous les touristes, pour essayer de répondre au maximum à leurs demandes et à leurs besoins, en fonction de ce qui nous est possible de proposer aussi. Avec les deux pôles qui font le tourisme et qui ne sont pas concurrents, la préhistoire, l'histoire de la céramique. Non, du tout. C'est même relativement... c'est assez complémentaire parce que le tourisme aussi, c'est lié sur l'histoire d'une ville. La céramique fait partie prenante de l'histoire d'Andenne et l'enfant de Sclin, la préhistoire, enfin voilà, la préhistoire aussi. Donc on a des ponts. On verra d'ailleurs à l'étage, donc quand on arrive dans le musée de la céramique, on a d'ailleurs une magnifique fresque qu'on jalouse un petit peu d'ailleurs à l'Office du tourisme, on peut le dire, de Sainte-Bêche et de la fondation d'Andenne. Donc vraiment, c'est un super lien. C'est un lien aussi, voilà, chez nous, on vend des livres aussi, il y a un fonds local avec la bibliothèque, il y a vraiment des choses qui sont à faire, et d'autant plus qu'on a toujours mis des choses en place. Donc, par exemple, au Fêtes de Wallonie, on sortait avec un espace tourisme et culture où la bibliothèque, le musée de la céramique et Escladina étaient présents. Et donc, voilà, c'est juste, on va pouvoir encore augmenter ces partenariats. Et vous allez inviter les touristes à venir ici, découvrir l'outil, mais aussi à partir à la découverte extérieure avec des programmes de promenade, à vélo, un tas de choses que vous proposez. Donc effectivement, on va inviter à visiter ici, mais Andenne, c'est plus large aussi que le phare. Et donc, on a toutes des propositions d'activités à faire qui soient en intérieur, mais pour le moment, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, on informe sur toutes les activités, qu'elles soient sportives. On a du golf, on a du paramoteur. On a des activités un petit peu plus type paintball, 4x4 sur l'entité. Et puis après, il y a tout ce qu'il y a à découvrir en promenade. On a un des plus beaux villages de Wallonie. Enfin, voilà, on a énormément d'offres sur l'ensemble du territoire. Et donc, on invite évidemment tout un chacun, et même les Andennais, à venir découvrir ou redécouvrir le territoire. Voilà, donc vous êtes invité à redécouvrir le territoire, à redécouvrir les richesses du patrimoine andennais. Et vous l'avez dit, une de ces richesses, c'est bien sûr la céramique. On va revenir avec un petit reportage sur l'histoire, finalement, du musée de la céramique qui connaîtra ici un nouvel essor. La présence d'un musée de la céramique à Andenne n'est pas due au hasard. En effet, le travail et les métiers de la céramique ont rythmé pendant longtemps la vie des Andennais. Le musée voit le jour en 1933 à l'initiative du Cercle archéologique et de folklore d'Andenne, avec comme objectif de rassembler tous les documents sur l'histoire d'Andenne. Les collections s'enrichissent au fur et à mesure des années. Le musée s'installe alors en 1960 au rez-de-chaussée d'une maison de maître du 19e siècle. En 1998, naît la SBL Musée de la céramique d'Andenne, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles en 2009. Le musée permet de découvrir à travers le temps, les styles et les techniques, l'histoire de la ville et de la céramique de la région d'Andenne, en mettant en avant les particularités de son argile, la derle. Il est le fruit du travail de passionnés. Robert Mordant, Léon Auregard et Anne Pleumaker s'en furent les conservateurs. Il est en cela unique puisqu'il présente en un seul lieu des objets datant de la fondation de la ville au 7e siècle à aujourd'hui, tous liés au territoire andennais, à son histoire socio-économique, à ses industries, à ses métiers. Aujourd'hui, il va pouvoir connaître un nouvel essor. Et sans plus attendre, je vous propose à présent de lever un coin du voile sur le musée de la céramique. Et vous allez voir qu'il a été bien dépoussiéré depuis son déménagement de la rue Charles Lapierre.
Andenne a toujours été réputée pour la qualité de sa terre, une terre d'argile, de derle qu'on a exploitée tout au long du passé andennais. Regardez, par exemple, on présente dans cet espace consacré au musée de la céramique les outils qui permettaient de sonder le sol, d'extraire cette argile ou cette derle. Alors, on présente ici dans cet espace le passé industriel aussi de la région andennaise, et puis un espace est consacré tout spécialement à la pipe. C'est vrai qu'à Andenne, on fabriquait de nombreuses pipes. On se rappelle de la piperie d'Andennelle, notamment, qui a été ouverte il y a encore quelques années. Et ici, dans ces vitrines, on présente ces différentes pipes. Alors, des pipes très simples, mais aussi des pipes très structurées, très artistiques même, je dirais. Et regardez, dans ces tiroirs, on peut y voir aussi d'autres exemples. C'est vraiment très sympa, très dynamique et de nouveau interactif avec le visiteur. Et puis un peu plus loin, après le passé, on passe au présent avec plusieurs artistes contemporains qui ont travaillé la céramique. On a ici notamment plusieurs artistes, dont Antonio Lampeco, bien connu dans la province de Namur. Ses œuvres étaient présentées notamment dans la région de Maredre-Maretsu. Et puis pour terminer la visite, eh bien voilà, ici derrière moi, une série d'œuvres contemporaines que l'on peut voir notamment lors de la Biennale de la céramique d'Andenne, bien connue. Ces œuvres qui sont exposées, et vous voyez que ce soit ici ou que ce soit de l'autre côté, des œuvres très contemporaines. C'est donc une visite vraiment dans l'histoire de la céramique qui est proposée, du passé vers le présent et quasiment même vers le futur. On va se plonger à présent dans l'espace muséal andennais. On vient de faire très rapidement l'historique du musée de la céramique. Mélanie Cornelis, je ne vais pas, puisque vous êtes toute nouvelle ici dans l'institution, je ne vais pas vous demander de refaire cette historique. Dominique Bonjean, qui est un peu plus ancien, lui, est là, mais lui, il va nous parler de la grotte Skladina et du musée qui est maintenant mis en place ici au phare. Mais tout d'abord, un petit mot sur le passage du musée de la rue Charles-Lapierre dans ses locaux. Alors absolument, nous avons fermé les portes du musée rue Charles-Lapierre au public pour nous installer ici dans le phare, dans l'espace muséal d'Andenne, avec 2 étages complètement dédiés à la céramique et à l'histoire du folklore, de la culture sur le territoire d'Andenne. Alors vous ne reniez pas tout le passé de ce musée, hein, parce qu'il y avait une pièce chère aux Andennais, c'est ces fameux plans en relief. Et ici, on le redécouvre finalement avec des outils du siècle, quoi, les nouveaux outils de communication. Absolument. C'est un outil qui était vraiment très apprécié par le public andennais. Donc il était cher à l'équipe de le représenter, de le remettre en valeur avec une scénographie beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus moderne et technologique, comme vous l'avez dit. C'est un vrai bonheur de pouvoir voir certaines parties du plan relief s'illuminer avec un commentaire sonore tout à fait intéressant et quadrilingue qui plus est. Voilà, c'est important de dire aussi que ce musée il est ouvert aussi sur tout ce qui est contemporain en matière de création de céramique. Andenne a vraiment une carte à jouer, il la joue d'ailleurs depuis de nombreuses années là-dessus pour faire découvrir cette céramique. Parce que parfois, la céramique, on pense à des choses anciennes, le vieil Andenne, mais il y a des choses très contemporaines. Absolument. La particularité de ce nouvel espace andennais dédié à la céramique, qui n'était pas présent rue Charles-Lapierre, c'est bien la présentation de céramique contemporaine. Ça commence avec certains artistes au début du XXe siècle, comme Arthur Craco, Lampeco, etc. Mais ça va jusqu'à des éditions beaucoup plus contemporaines, des artistes d'aujourd'hui et de demain, nous l'espérons, avec un espace qui est dédié à une évolution et à une rotation des collections et de la présentation. Voilà, je vais demander à Dominique Bonjean ce qu'il pense, lui, de cet espace qui n'est pas concurrent, hein, puisqu'on collabore ici. Ça a été conçu effectivement dans un esprit de collaboration totale, grâce au fait d'ailleurs que nous partagions le même scénographe qui a donné sa petite touche particulière aux 3 étages muséaux. Et on voit que la manière d'aborder les vitrines, la manière d'aborder certains objets à toucher, vont rappeler comme ça plusieurs éléments communs, découvrir la céramique du bout des doigts et puis un étage au-dessus, découvrir le silex du bout des doigts aussi. Donc il y a une optique commune et surtout une volonté de faire appel à tous les sens. Adieu les vieux musées, pardon à mes collègues, à certains de mes collègues, adieu les vieux musées où c'est la beauté des yeux, mais ici il y aura la beauté des sons en plus et le toucher est là. À quand le goût et l'odorat. C'est une proposition que vous faites. On a de la faïence ici, on a de la céramique, hein, donc c'est parfait. Oui. Mélanie Cornelis, est-ce qu'avant d'être en charge ici d'Andenne, qu'évoquait pour vous la grotte Skladina ?
Alors, elle évoquait surtout beaucoup de souvenirs personnels d'étudiante en histoire de l'art et en archéologie. Ah, vous avez été son étudiante? J'ai été son étudiante, oui, et c'est un réel plaisir aujourd'hui de retrouver la grotte et son directeur pour être mon collaborateur principal dans l'espace muséal d'Andenne. Ah, voilà, une collaboration vraiment, j'allais dire, père-fille. Allez, je vous propose, sans plus attendre, de refaire un petit peu l'historique, pas de toutes les découvertes, mais l'historique de ce site exceptionnel, donc cette grotte Skladina à Sklein. C'est une cavité qui a été identifiée le 15 avril 1971. Et alors, il nous plaît de présenter les 4 grandes phases de travail qui ont été organisées autour de cette grotte. D'abord, ce sont des locaux, le club archéologique sklénois qui a commencé véritablement les travaux et qui a compris l'intérêt du gisement. Donc pendant une dizaine d'années, les locaux vont procéder à la fouille de la grotte jusqu'à la découverte de quelques silex taillés. Conscients de l'importance de leur découverte, ils vont faire appel à des archéologues professionnels. Ils vont choisir ceux de l'Université de Liège, en l'occurrence le professeur Marcelotte. Pendant une décennie, l'Université de Liège va venir avec de nombreux étudiants. J'en faisais déjà partie en 83. Et puis alors, voyant l'ampleur du site, la ville d'Andenne et l'Université de Liège ont décidé de créer cette ASBL, l'archéologie andennaise, qui est toujours en charge des fouilles actuellement. C'est cette ASBL qui aura la chance de mettre la main sur les ossements préhistoriques, les ossements de cet enfant néandertalien, qui, je le rappelle, sont la seule découverte de ce type en Belgique pour le XXe siècle. Et nous terminons la dernière décennie en faisant la part belle aux nouvelles technologies, les drones, la photogrammétrie, la grotte étant scannée dans ses moindres recoins, modélisée. Donc, part belle aux nouvelles technologies qui permettent notamment de créer cet espace muséal. Et on retrouve à présent Pascal Collin, qui n'est pas essoufflé, qui va nous faire maintenant découvrir l'espace consacré à la grotte Skladina. On est à l'entrée de l'espace consacré à la grotte Skladina. Et cette entrée, c'est tout d'abord un couloir où sont exposés une série de crânes. Alors, on y voit l'évolution du singe à l'homme contemporain. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, ces crânes sont positionnés à la hauteur, à la taille des hommes de l'époque. Par exemple, si je suis ici à côté du crâne de l'homme contemporain, ben regardez, il est plus ou moins à ma hauteur. La visite continue avec un film qui est présenté ici. On y découvre la grotte Skladina qui est visitable en même temps que l'espace ici. Elle est à quelques kilomètres de cet espace et du phare. Alors ensuite, quand on continue, on arrive ici au lieu principal avec la présentation des différents métiers de l'archéologie, notamment là-bas le métier de paléoanthropologue, ici le métier de l'archéologue. Et puis ce qui est sympa dans ce musée, c'est qu'on peut voir, toucher, sentir. Regardez ici une série de pierres découvertes sur les sites andonnais, par exemple, ou les sites de fouilles archéologiques, eh bien, on peut les voir et les toucher. Et puis là, on arrive dans l'espace principal consacré à la grotte Skladina, avec toute une série de découvertes de nouveaux que l'on peut voir, toucher. Il y a des jeux aussi pour les enfants, pour les groupes scolaires qui viennent ici, ou pour les familles d'ailleurs. Et puis, au centre de cet espace, on trouve l'enfant de Sklein, cet enfant de 8 ans dont on a découvert des dents et une mandibule, qui est encore un peu voilé maintenant, mais on va bientôt lever le voile dès le 15 juillet. Voilà, on revient maintenant de cette grotte Skladina avec aussi, moi j'ai le souvenir d'une visite là dans un petit bâtiment à l'entrée de la grotte où il y avait des expositions très intéressantes, mais qui n'étaient pas dans un écrin idéal. Évidemment, le centre archéologique, comme son nom l'indique, c'est le lieu où on va traiter le matériel qui est issu de la fouille de la grotte. On lave, on restaure, on conditionne, on conserve, puisque la totalité de ce qui fut découvert à Skladina est conservé dans ce bâtiment. Et nous n'avions pas énormément de place, évidemment, pour présenter ça au public. Donc ici, je considère cet espace muséal andonnais comme une forme de couronnement qui suit d'une part la découverte de la grotte, la mise en place d'un programme scientifique, la découverte de vestiges remarquables, et puis maintenant de pouvoir offrir symboliquement à la vue du grand public tous ces vestiges merveilleux d'archéologie et d'anthropologie, dont les vestiges originaux de l'enfant néandertalien de Skladina. On va même pouvoir approcher l'enfant lui-même, puisqu'il y a une reconstitution, mais on garde un peu on ne lève pas le voile sur ce mystère, on dit aux gens de venir eux-mêmes découvrir tout cela. Replaçons aussi ces découvertes dans un contexte international, parce que c'est vrai qu'on a fait ici à Sklein des découvertes capitales pour la connaissance de notre histoire, mais on peut dire aussi en Wallonie, dans d'autres endroits, on aurait pu appeler le Néandertal, on aurait pu utiliser le mot wallon peut-être.
Oui, c'est sûr que nous avons pas mal de découvertes néandertaliennes à l'échelle de l'Europe, dans des zones particulières de concentration. Tout le monde connaît la Dordogne, par exemple. Mais la Wallonie joue un rôle tout à fait particulier. Donc déjà, rien que sur le petit territoire wallon, c'est pas loin de 17 individus qui ont été trouvés. Rien que des boquets, évidemment. On n'a pas de sculpture, on n'a pas de squelette complet. Et cette concentration, elle est riche parce qu'on a des adultes, on a des enfants, on a des personnes âgées. Et quand on se focalise rien que sur le XXe siècle, on remarque que Skladina est la découverte la plus significative. Et des bokeh, pour reprendre votre expression, que vous allez faire parler, un bokeh de dents, on parvient finalement à reconstituer toute une histoire. Et tous ces bokehs wallons, on va les présenter dans le musée ici, au-dessus de nous, rangés par les différents types de découvertes. Parfois, on ne trouve que des crânes. C'est curieux, mais quand on retourne la question dans tous les sens, on se dit, ça ne peut pas arriver tout seul dans une grotte, un crâne. Donc c'est que forcément, il y a une intervention humaine. Le crâne de l'enfant de Skladina, comme le crâne d'Angie, le tout premier néandertalien jamais mis au jour en 1829, ce sont des interventions humaines, des rites sépulcraux particuliers. À Goyet, par exemple, c'est plutôt une belle illustration du cannibalisme. Dans les grottes comme Walou, comme Couvin, c'est une dent isolée perdue de l'individu. Et alors, Font-de-Forêt et la dernière Lanolette, c'est plutôt l'action des carnivores. On retrouve un bout de fémur complètement rongé. Donc votre travail, ce sera de faire parler tout cela, mais de le partager. Alors, effectivement, sans avoir de grandes connaissances, ici, on peut approcher, survoler Je pense qu'il était capital de tourner un peu la page de cette sempiternelle longue liste d'objets mis les uns à côté des autres, mais plutôt de mettre au premier plan ceux qui étudient les objets. Donc on va passer la parole tour à tour à l'archéologue, à l'anthropologue, qui expliquent leur formation, comment ils étudient l'ossement, et qui vont présenter au public les petits détails qui sont parlants. Donc on va offrir aux visiteurs la possibilité de lever le voile un peu mystérieux des laboratoires et de savoir comment on fonctionne, comment on arrive à extraire une information importante au départ d'un petit fragment, puisque très peu de choses nous sont parvenues de la préhistoire, hormis les pierres que nous avons en abondance. Alors, est-ce qu'il y aura un accompagnement? Je sais que vous le faites merveilleusement bien, puisque vous avez fait une petite visite pour la visite de presse, mais est-ce qu'il y aura un accompagnement du visiteur qui ne connaît pas grand-chose, qui a des clichés sur la préhistoire? Est-ce que vous allez aussi l'accompagner pour déconstruire ces clichés? Et Néandertal, finalement, était quelqu'un de très civilisé. On va peut-être pouvoir le comprendre aussi. On ne va pas lui donner le choix de continuer à rêver et à penser à ces vieux clichés de la préhistoire. Donc, tous les textes, dans un premier temps, tous les textes que vous découvrez dans le parcours sont déjà mis à niveau pour donner l'envie d'aller voir plus loin. Qui veut entrer un peu plus loin dans la matière va pouvoir lancer des vidéos également quadrilingues, mais je pense que dès qu'un groupe suffisant se constituera et réservera, nos animatrices formées à l'exercice, des animatrices que nous mutualisons entre les niveaux préhistoire et les niveaux céramiques, vont se partager les groupes et essayer de les sensibiliser à toute cette action. Donc dire qu'il y a un patrimoine, dire que nous avons des objets merveilleux, c'est une chose, mais le faire connaître et le faire vivre au travers des artisans d'aujourd'hui qui se passionnent et qui n'ont qu'une seule envie, transmettre cette passion. Alors un mot de l'élève sur la démonstration du professeur? Elle est parfaite. Voilà, donc vous avez travaillé aussi en parfaite collaboration aussi par rapport à la réflexion, parce que vous, c'est votre spécialité, de mettre en valeur finalement tout cela. Oui, il y a vraiment un travail de fond qui a été fait avec les équipes du Centre archéologique andennais et le Musée de la céramique d'Andenne pour effectivement avoir un propos, une vision sur le parcours qui soit commun, cohérent, et aussi pour insister sur le fait que nous sommes ici sur un territoire, sur une valorisation d'un patrimoine territorial sur le territoire d'Andenne. Et pour ça, il fallait qu'on remonte à la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, en passant par la préhistoire, mais aussi par la céramique et l'histoire locale.
Voilà, je pense que vous avez fait une belle démonstration, tous les deux, en duo, pour convaincre finalement les spectateurs de venir, les visiteurs de venir en nombre découvrir ces deux beaux outils. Et on vous emmène maintenant, si vous êtes d'accord, vers l'étage, le dernier étage, celui de la terrasse. Et on n'est pas bien là, accoudé sur ce manche debout. On est dans la salle de réception du bâtiment du phare. On est au 5e étage. Alors cette salle ici n'est pas encore totalement équipée, elle va l'être pour des réceptions plus tard. Imaginez par exemple le vernissage d'une exposition et puis on boit un verre ici. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est ceci. C'est la terrasse du phare. Alors il a la terrasse en soi, couverte, donc il peut pleuvoir, il n'y a pas de problème. Mais surtout regardez la vue que l'on a sur Andenne. Une vue à 180 degrés. Par exemple sur votre gauche, on a la collégiale Sainte-Beige, qui est donc située à quelques dizaines de mètres d'ici. Si on continue notre panorama, on arrive vers le centre d'Andenne, le centre historique, avec notamment là-bas l'hôtel de ville et la place des Tilleuls. Et si on continue, eh bien, on va vers la vallée de la Meuse. On peut voir au loin les habitations ou, par exemple, des entreprises d'extraction de carrière. Bref, c'est vraiment un endroit magique ici, de place to be, je dirais quasiment. Imaginez un petit peu, on boit et on sirote un petit verre lors d'une inauguration. C'est juste magnifique. C'est à voir donc vraiment pour les Andennais et pour les visiteurs, pour qu'ils découvrent ce centre d'Andenne, vu ici de très haut. Et effectivement, là, vous venez de bénéficier en images d'une vue époustouflante sur Andenne et sur la région grâce à cette terrasse. Alors, je me tourne vers vous, Thomas Kempeners. À quoi sera utilisée cette terrasse? C'est vraiment l'endroit que les Andennais vont pouvoir s'approprier. Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'avant tout, c'est une terrasse. Donc, c'est vraiment un point de vue et elle permet d'embrasser ce paysage. Rien que cela, c'est une attraction en plus. Et on voit bien que quand il y a des points de vue dans une ville, ils sont nécessairement pris d'assaut. Cela permet à la fois aux touristes de pouvoir prendre la mesure d'une ville, mais aussi à l'Andennais de pouvoir aussi se la réapproprier et d'une autre manière. Elle répond d'ailleurs avec les expositions et notamment le plan relief qui est exposé ici dans les musées. Alors, un local aussi est attenant. Nous l'appelons pour le moment le R+5. Il est. C'est pas le bureau du directeur. Hein? Non, pas du tout. Moi, je suis au rez-de-chaussée. Et ce local attenant peut être utilisé en même temps que la terrasse. Ce qui est important, c'est que le phare soit aussi un lieu vivant. Et pour être un lieu vivant, il faut aussi qu'il puisse avoir une multiplicité de fonctions et donc avoir des locaux polyvalents. C'est un local polyvalent et qui, petit à petit, va aussi être aménagé en termes de fonctions et de destination, avec aussi le paysage associatif andennais, avec les entreprises qui nous entourent, puisque cet espace pourrait être loué, et aussi avec les équipes ici de la bibliothèque, des musées, etc. C'est un appel que vous lancez aux Andennais en disant mais ce lieu, c'est votre lieu. Oui, absolument. Le phare, c'est un endroit qui doit être perméable. Alors, il est perméable parce que c'est un endroit public, bien sûr, où une bibliothèque est d'accès gratuit lors des horaires d'ouverture. Un office du tourisme, c'est la même chose. Les musées eux-mêmes sont d'un accès assez facile puisque tout a été pensé pour les personnes à mobilité réduite notamment, et nous allons encore travailler là-dessus. Par ailleurs, pour ce qui est des tarifs, ils sont tout à fait accessibles également, puisque les musées sont accessibles gratuitement tous les premiers dimanches du mois. Ils sont accessibles gratuitement à toute personne en dessous de 18 ans. Jusqu'au 31... Il y a un prix d'amis aussi pour les Andennais. Voilà, jusqu'au 31 décembre, il est à tarif réduit pour tous les Andennais, donc à 5 €. Et le prix pour tous les musées est toujours de 8 € pour les collections permanentes, mais aussi les collections temporaires. Donc vraiment, c'est un lieu qu'on doit voir et revoir et qu'on doit pouvoir traverser et vivre en permanence. Ouais, c'est ce qu'on appelle un outil de démocratie culturelle aussi, ça participe. Alors je me tourne maintenant vers l'échevin pour un petit mot de conclusion. Je ne vais pas revenir sur la frustration de l'inauguration qui malheureusement a été victime de la crise sanitaire, mais vous envisagez quand même toujours de pouvoir, et on l'espère le plus rapidement possible, inaugurer en grande pompe ce bâtiment qui le mérite. Effectivement, donc nos équipes des relations publiques, en collaboration avec les équipes des musées, notamment de la bibliothèque, avaient imaginé une magnifique inauguration. Ben, voilà, mais on ne reviendra pas là-dessus. On ne va pas revenir. Je pense qu'on avait bien d'autres préoccupations à l'époque que cette inauguration, même si elle avait sollicité énormément de travail. Donc voilà, ici, je pense que les Andennais, les pouvoirs subsidiants, enfin tout le public qui est intéressé par ce bâtiment, voilà, l'ont bien compris.
ce n'est pas une inauguration, c'est une ouverture, je vais dire, dans un timing un peu différent, avec des particularités à cette ouverture. Mais effectivement, dès qu'on sera en mesure nous espérons pouvoir accueillir et faire une belle festivité ici autour du bâtiment pour l'ensemble des publics qui étaient visés alors par la première invitation à l'inauguration. Voilà, mais invitation, on la relance cette invitation. Merci à tous les deux et bon travail. Merci d'avoir témoigné aussi sur ce bâtiment. Et cette invitation, eh bien, nous l'adressons directement aux spectateurs de la ville d'Andenne, de la région, de la province et même au-delà, puisque maintenant via Internet, ben, vous savez voir cette émission aux 4 coins du monde. Venez ici à Andenne pour découvrir le phare. Ça en vaut vraiment le détour. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve tout prochainement.